lors de la dernière vidéo, on avait vu l'analyseur lexical pour mini-java, donc le lexer ici. Et aujourd'hui, ce qu'on va commencer à regarder, c'est le parseur, donc l'analyseur syntaxique. Alors, dans mini-java, on créera le parseur grâce à l'outil menhir. Donc c'est un générateur d'analyseur syntaxique LR21. Mais avant d'arriver à l'utilisation de menhir, je vais faire un tout petit peu de théorie pour expliquer les fondamentaux et comprendre comment marche un analyseur syntaxique LR21. Alors avant de faire ça, par contre, je vais juste revenir un petit peu sur le lexer, quelques points que je voudrais revoir maintenant. Alors, ce que j'avais dit la fois dernière, j'avais fait une erreur en disant que void là et main étaient des identifiants. Or, ce qui est faux, ce sont des mots-clés dans la grammaire. Donc, on peut regarder ça, par exemple, dans la grammaire. Ici, on voit void et main sont bien des mots-clés. Les identifiants, c'est cette boîte-là. Donc, si on regarde de nouveau notre analyseur lexical, on voit apparaître voilà, main, donc c'est là, void c'est là, tout ça ce sont des mots-clés comme statique, public, classe, et les identifiants c'était là. Ok, alors je voulais revenir aussi sur un point, c'était, donc ça c'était dans le parseur, voilà, pourquoi on avait utilisé int32. Donc je l'ai dit mais un peu trop rapidement je trouve. Donc alors en Java et en mini Java, les entiers sont sur 32 bits, donc en complément à 2 sur 32 bits. Et donc il faut vraiment s'assurer qu'on ait la même représentation. Donc alors si on utilise les entiers de OCaml, en fait, ils sont alors dépendant de l'architecture et soit sur 31 bits, soit sur 63 bits. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte en regardant alors si on regarde donc si on regarde max int, donc on voit ce nombre là. Alors là clairement c'est plus que 32 bits, mais est-ce que c'est le maximum qu'on peut obtenir sur 64 bits en complément à 2? Donc si on regarde, alors 2 à la puissance 63 moins 1, ça c'est le plus grand nombre qu'on peut obtenir sur 64 bits en complément à 2. Et c'est pas ce nombre-là. Alors ce nombre-là, donc là on voit déjà que les entiers sont représentés sur plus de 32 bits. Parce que sur 32 bits ça ferait ça en complément à 2. Donc qui est beaucoup plus petit que le nombre qu'on voit ici. Alors si on regarde en fait, le nombre qu'on obtient ici c'est 2 puissance 62 moins 1. Et là ça match, c'est bien celui-là. Donc là on voit que les entiers, le int, le type int de OCaml sur ma machine, donc il y a une architecture 64 bits, est représenté avec 63 bits. Alors pourquoi 63 bits et pas 64 bits? C'est une optimisation pour le garbage collector, le ramasse-miettes. Ça permet en fait d'identifier le bit de poids faible va être utilisé pour différencier les entiers des pointeurs. Donc c'est juste pour ça. Alors juste avant de finir là-dessus, je voudrais quand même signaler que c'est important toutes ces notions de représentation des nombres. Donc je vais vous présenter un petit programme et après on reviendra sur le parseur. Donc ce programme, donc c'est un programme simple. Ce qu'il va faire, donc c'est juste mettre une certaine valeur, donc cette valeur-là, qui est choisie exprès, on va dire, dans un long.
Et ensuite, on va regarder, est-ce que V est inférieur strictement à moins 1? Alors, non, on ne s'attend pas en fait que ce nombre-là soit inférieur strictement à moins 1. Donc, si jamais c'est strictement inférieur à moins 1, on affiche ce message-là, sinon on affiche OK. Donc, si on regarde ce qui se passe pour ce programme, donc je vais le compiler alors avec un standard récent, donc allez, C++ 17 par exemple, de longue, je l'ai appelé. Donc OK, tout passe bien. Quand je compile, là c'est OK. Donc le comportement est celui attendu. Maintenant, si jamais j'étais sur une architecture 32 bits, donc je peux le simuler en lui demandant de compiler pour une architecture 32 bits. Là aussi, ça passe bien. Mais là, cette fois-ci, le résultat n'est pas celui escompté. Donc, donc là, il vient de nous dire en fait que V est strictement inférieur à moins 1. Sachant que V, c'est ça. Alors, si on regarde ce qui se passe, en fait, ce nombre-là, j'ai pris exprès, c'est 2 puissance 31. Donc ici, on a 2 à la puissance 31. Alors, en complément à 2 sur 32 bits, le plus grand nombre qu'on peut représenter, c'est pas 2 puissance 31, mais ce 2 puissance 31 moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? C'est que ce nombre-là, cette constante, le compilateur, il se rend compte que ça ne peut pas se représenter sur 32 bits, donc il va le représenter sur 64 bits. Mais ensuite, comme le long ici, comme je l'ai compilé pour une architecture 32 bits, et ben il va falloir tronquer le nombre qu'on a, le nombre ici. Donc le nombre ici, si on regarde, c'est un 1, donc 2 puissance 31, suivi de que de 0, et ça, c'est sur 32 bits. Donc ce qui se passe en fait, quand on le génère pour 64 bits, tout se passe bien, là on a des 0 devant. Mais quand on doit faire rentrer ce nombre-là sur 32 bits, bah, on doit couper. Et donc si on regarde en complément à 2, en fait, ce nombre-là, c'est le nombre le plus petit qu'on puisse obtenir, c'est moins 2 puissance 31. Donc ce nombre-là, en complément à 2 sur 32 bits, c'est moins 2 puissance 31. Donc c'est pour ça qu'on obtient ce résultat un peu bizarre. Donc bref, tout ça pour dire que la représentation des nombres, c'est important. Et on peut, si on ne connaît pas ça, ne pas comprendre ce genre de résultat. Ok. Donc je voulais aussi revenir sur un dernier point, oui. Ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, que je vous parlerai de la méthode, de la fonction newline, que je la commenterai. Et en fait, j'ai oublié. Donc si on regarde, si vous vous rappelez, en fait, on appelait newline à chaque fois qu'on rencontrait un retour chariot, donc ici par exemple. Donc ici aussi, parce qu'un commentaire sur une ligne se termine par un retour chariot là. Et la fonction newline, c'est celle-là. Donc ce qu'elle fait simplement, c'est qu'elle remet à jour en fait la position courante. Donc ici, on récupère l'ancienne position courante. Donc l'exbuff, je vous rappelle, c'est l'état de l'analyseur lexical. Et ensuite, on remet à jour ça en changeant en fait dans cette position courante le numéro de ligne. Donc on prend l'ancien et on rajoute 1. Et la position du début de la ligne courante. Donc ça, c'est le nombre de caractères depuis le début du fichier jusqu'au début de la ligne courante. Bah, il se trouve que vu qu'on vient de passer à la ligne, c'est le nombre total de caractères depuis le début du fichier. Donc voilà. Ok, j'ai fini par ces petites précisions. Et maintenant, du coup, on va regarder... Alors, on va regarder... Hop. On va regarder du coup le... Alors, qu'est-ce qui arrive à mon truc?
Ok, voilà. Désolé pour ce petit truc. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est... alors, comme je disais, avant de pouvoir comment dire, écrire le parseur pour mini-Java, je voudrais revenir sur des petits... comment dire, des notions un peu théoriques qui vont nous permettre de comprendre comment ça se passe. On verra que c'est important parce que quand on va générer le parseur, il y aura certains messages d'erreur, justement, enfin, notamment avec des conflits, shift reduce, qui sont impossibles de comprendre si on ne sait pas comment ça marche en dessous. Du coup, je vais faire un petit topo sur les grammaires et langages. Donc, dans le but en fait d'arriver aux grammaires hors contexte et dans les grammaires hors contexte à un sous-ensemble qui s'appelle les grammaires LR2. Donc une grammaire, ça va être un ensemble de noms terminaux ici. Est-ce que je peux avoir le stylo? Ah non. Donc c'est un ensemble de noms terminaux, de terminaux, un ensemble de règles et l'axiome, le point de départ. Donc si on regarde donc, cette grammaire-là, donc on va appeler G, ici on a l'axiome et à partir de l'axiome, on va dériver des mots du langage. Donc on parle en fait de langage engendré par la grammaire. Alors, je vais peut-être mettre un peu moins gros. Donc on notera ça L de G. Et L de G, en fait, c'est tous les mots qu'on peut obtenir en partant de l'axiome et en suivant ses règles de production. Donc là, si on prend un petit exemple, ce qui peut se passer si je pars de l'axiome, je dérive d'abord C, alors ça on appelle une dérivation. Ensuite, je continue, je dérive C, donc C me donne C', C. Ensuite, je continue à partir de ça, on va développer C', par exemple. Donc je continue. C', je prends un des terminaux. Donc oui, les terminaux ici de cette grammaire, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les noms terminaux, c'est tout le reste. Donc je continue. Donc je prends par exemple 1, ou allez 4. 4, et il y a le C qui reste. Ensuite, on continue. Donc le C, on peut le dériver encore en C', C. On continue. Le C' qui est ici, on peut le dériver en 2 par exemple. Et maintenant le C, donc on peut s'arrêter, on peut le dériver pour finir en C', donc grâce à cette règle là. Et le C', par exemple 1. Donc on obtient 421. Et donc on sait que 421 fait partie du langage engendré par cette grammaire. Donc bien sûr, il y a une infinité de mots dans cette grammaire-là, dans le langage engendré par cette grammaire. Et le langage engendré par cette grammaire, en fait, elle décrit les nombres, donc les entiers. Si vous vous rappelez, ça décrit en fait les éléments de l'unité lexicale int. Ok, alors on va voir justement suivant les restrictions qu'il y a sur la grammaire, et ben on peut engendrer plus ou moins de choses, mais c'est aussi plus ou moins compliqué de reconnaître en fait si un mot appartient au langage engendré par une grammaire. Ok, alors ici si on regarde, c'est la hiérarchie de Chomsky, donc qui décrit différents types de grammaires. Donc les grammaires les plus générales, qui sont les grammaires de type 0, dans la hiérarchie de Chomsky, il n'y a aucune restriction en fait sur les règles de production. Donc je vais en donner un petit exemple tout à l'heure. Les grammaires contextuelles, là il y a quelques restrictions, il y a plus de restrictions du coup. Alors les grammaires générales, on va voir le problème de reconnaître si un mot appartient
au langage engendré par une grammaire générale de type 0, c'est indécidable. Donc clairement, on ne va pas pouvoir se placer là-dedans. On va voir que pour les grammaires contextuelles, reconnaître si un mot est bien dans le langage engendré par une grammaire, cette fois-ci c'est décidable, mais en gros c'est exponentiel dans le pire des cas, l'algo qu'on obtient, donc c'est pas très utilisable. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les grammaires de type 2, les grammaires hors contexte, et on verra, d'ailleurs, ce sera même un sous-ensemble de ces grammaires qui va nous intéresser. Alors, il y a aussi les grammaires de type 3, les grammaires régulières. Donc, on a utilisé ça, en fait, les expressions régulières, c'est ça. Et on a utilisé ça dans notre lexeur. Donc, dans le parseur, en fait, on va utiliser des grammaires de type 2, des grammaires hors contexte. Alors, juste pour donner un exemple de grammaire de type 0. Alors, grammaire de type 0, en fait, c'est dans les productions. Donc, on voit que la partie gauche de la production, c'est, on peut prendre ce qu'on veut dedans. Donc, au moins un élément, un mix, en fait, de non-terminaux et de terminaux. Et dans la partie droite, pareil, sauf qu'on peut n'en prendre aucun. On peut générer epsilon, en fait. Alors, le problème de ça, c'est que la reconnaissance est indécidable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas m'écrire une petite boîte, enfin un algo, qui prend une grammaire de type 0, une entrée, donc une entrée qui représente un ensemble de terminaux de cette grammaire, et qui me dit oui ou non. Donc, oui, cette entrée i appartient bien au langage engendré par cette grammaire ou non. Donc ça, vous ne pouvez pas écrire un algo. Donc ça, c'est impossible. Alors juste un exemple, et pour voir pourquoi ces grammaires sont très puissantes, elles sont équivalentes en fait à une machine de Turing. Les langages qu'on peut engendrer par ces grammaires-là sont équivalents aux langages qu'on peut engendrer par une machine de Turing. Donc ça s'appelle les langages récursivement énumérables. En gros, c'est les langages qui peuvent être... vous pouvez créer un algo et il va tourner et engendrer les mots du langage. Bref, c'est aussi puissant qu'une machine de Turing. Alors, juste un petit exemple de grammaire. Donc cette grammaire-là, en fait, le langage qu'elle engendre, ce sont tous les déplacements dans les 4 directions qui permettent de revenir au point de départ. Donc par exemple, je pars là-haut, je vais par là, je redescends, je redescends, je viens là, et je remonte. Donc je reviens à mon point de départ ici. Donc cette grammaire, elle permet de générer tout ça. Donc juste pour voir comment elle marche, on va faire une petite dérivation. Alors je vais mettre m pour move. Donc je pars de m. Alors je vais juste faire 4 déplacements pour que ce soit pas trop long. Donc on va mettre n pour north. Donc n. Ensuite on a move. Donc j'utilise cette règle-là. Ensuite on a south. Donc si je continue un autre cran, on va changer m avec cette règle-là. Donc ça nous fait n. Ensuite on fait east. On refait grand M move. On fait west. Et on rajoute notre S d'ici, sous de tout à l'heure. Et encore un cran, on a nord, est, epsilon. On prend cette règle-là. Donc le M disparaît. Et WS. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. Donc là, on a un ensemble de terminaux. Donc ça appartient au langage engendré. Mais on peut ensuite réutiliser ces règles-là. Et en fait, ces règles-là, si on regarde bien, c'est pour permuter les terminaux ici. Donc grâce à ces deux règles-là, on est sûr en fait d'avoir autant de north que de south, d'est que ouest. Donc on est obligé de revenir à notre point de départ en fait. Parce que pour chaque action qu'on fera dans un sens, on aura l'action qui reviendra, qui l'annulera. Et ensuite, ce qu'on fait avec ces autres règles-là,
Donc avec toutes ces règles-là, c'est juste de mélanger. Donc par exemple, si on prend voilà, celle-là, donc on va prendre nord et est, et on va les permuter. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est N et W, donc celle-là, et on permute aussi. Ok. Et comme ça, en fait, en permutant 2 à 2, on peut obtenir toutes les configs possibles. Alors, si vous voulez vous en persuader, si vous connaissez le tri à bulles, le bubble sort, vous voyez qu'en faisant juste des swaps entre des éléments consécutifs, on arrive à trier un tableau. Ok. Donc maintenant, bon, c'est joli ces grammaires-là, mais c'est pas utilisable puisque la reconnaissance est indécidable. Alors ensuite, on a les grammaires de type 1 dites contextuelles. Alors, il y a 2 façons de les décrire. Donc, soit, donc cette façon-là, on voit en fait que alpha et bêta, ça représente le contexte. Et ce qu'on va changer, en fait, c'est ce nom terminal qui va être remplacé par une suite de terminaux ou de non-terminaux. Alors, techniquement, on ne veut pas que gamma se transforme en epsilon. Alors ça, c'est une façon de le faire. Donc là, on voit que le contexte c'est quand on a un alpha et un bêta que le A se transforme en gamma. Le contexte reste autour. Et c'est juste le nom terminal A qui se change en gamma. Une autre façon qui est équivalente, c'est les décrire par des grammaires croissantes. C'est-à-dire le bêta ici, en fait la taille, le nombre d'éléments dans le bêta, donc le nombre de terminaux et de non-terminaux, est supérieur ou égal au nombre de terminaux de alpha. Donc ici d'ailleurs on a un exemple de grammaire qui respecte la deuxième définition. Donc on voit ici la taille est 1, ici il y en a 3, là il y en a 3, taille est 3, il y en a 4, la taille est 2, il y en a 2. Donc c'est bien une grammaire de type 1 contextuelle. Alors, le problème là aussi, c'est que la reconnaissance, c'est p-space complet. Alors p-space, c'est dans la hiérarchie de complexité, on a np et on a p-space. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous trouvez un algo polynomial pour la reconnaissance des grammaires de type 1, et ben vous trouvez des algos pour le voyageur de commerce, enfin tous les problèmes NP complets, tous les problèmes p-space complets. Donc autant dire qu'on croit que c'est pas possible et que du coup les seuls algos, enfin même les meilleurs algos qu'on pourrait trouver, il y a forcément dans le pire des cas c'est exponentiel en fonction du nombre de terminaux, donc de la taille de la chaîne d'entrée. Donc là encore, ça va, on va pas utiliser des grammaires de type 1. Alors juste pour montrer ce que ça peut donner, une dérivation de cette grammaire-là. Alors on va partir de S, on va dériver avec cette production-là. Ensuite, si on continue, on va réutiliser une fois S. Donc S, je vais le remplacer encore par ça. Donc A, S, Q, on n'oublie pas celui-là. Ensuite, le S ici, on va le transformer en ABC. ABC, et on a Q et Q. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le nom terminal Q, il va redescendre en fait vers la gauche. Donc si on utilise cette règle-là, avec CQ ici, ce que ça fait, c'est ça swap les deux éléments. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cette règle-là avec BQC. Et là, on va obtenir
BBCC, Q. Et là, encore une fois, on va pouvoir... Alors, je vais le refaire une dernière fois. Cette règle-là va nous permettre B, B, C et QC. On l'appliquerait encore une fois. Bon, je vais le faire. On l'applique encore une fois. Donc avec ça. Et ça nous donnera A, B, B, Q, C et C. Donc, on obtient maintenant BQC ici. Et là, ce que ça va nous donner, c'est A, B et B, B, C, C, C. Donc, j'ai utilisé ça. Et là, si on regarde, on a autant de A que de B et que de C. En fait, le langage engendré par cette grammaire-là, c'est AN, BN, CN avec N supérieur strictement à 0. Ok, bon. Maintenant, on va arriver aux grammaires qui vont nous intéresser, aux grammaires de type 2. Donc, c'est des grammaires dites hors contexte, pardon. Et bon, leur particularité, c'est qu'il y a un seul nom terminal, un et un seul nom terminal en partie gauche de la règle. Alors, là, il existe des algorithmes généraux polynomiaux pour reconnaître si une entrée donnée, un mot donné, appartient au langage engendré par la grammaire. Donc on a par exemple l'algorithme d'Early qui permet dans le pire des cas en n-cube. Alors du coup c'est bien, mais nous ce qu'on voudrait c'est des algos linéaires, parce qu'on peut avoir beaucoup en fait, quand on regarde nos entrées, nous c'est en fait toutes les unités lexicales de notre programme, donc il peut y en avoir beaucoup. Donc on aimerait bien avoir un algo efficace, donc on va restreindre encore un petit peu les choses. Mais là, on est dans la classe qui nous intéresse, la classe des grammaires hors contexte. Alors, pour deux exemples, ici, cette première grammaire, en fait, elle génère tous les bons parentésages. Donc si on regarde une petite dérivation, ensuite, on va transformer donc le S en epsilon ici. Ensuite le S, on refait. Et là on fait 2 epsilon d'affilée. Donc epsilon pour celui-là. Et enfin celui-là. Donc, et là on voit c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en fait avec les grammaires régulières. Avec les expressions régulières, pouvoir savoir si on a le nombre de... les parenthèses sont bien équilibrées, ça c'est impossible. Donc vu que dans un langage de programmation, c'est important ce genre de choses. Les blocs, etc. Faut pouvoir compter en fait, qui est autant à gauche qu'à droite. Alors je vais montrer maintenant quelque chose qui va nous servir par la suite, parce je vous en avais parlé la fois dernière, mais le but du parseur, ça va être de générer un arbre syntaxique abstrait. Donc là, je vais vous montrer un arbre dit dérivation. Donc si on va représenter en fait cette dérivation sous forme d'arbre, ça va être pratique, on va voir pour la suite. Donc si je refais cette dérivation là, ici les fils de la racine S, c'est la parenthèse ouvrante, le S, parenthèse fermante, et le S. Ensuite, alors je pense que je vais pas avoir la place du coup.
vais recommencer du coup. Donc on va faire un petit peu de place par là. Ok, ah, ça devrait suffire. Et je vais refaire l'arbre de dérivation. Alors on part la racine, ici parenthèse, S, parenthèse, S. Ensuite S ici, je l'avais transformé en epsilon. Ici, on avait refait parenthèse S, parenthèse S. Et là, on avait fait epsilon et epsilon. Donc là, on obtient une structure qui est intéressante. On va voir pourquoi après, notamment pour cet exemple-là. Mais ça s'appelle l'arbre de dérivation. Alors, l'arbre syntaxique abstrait, en fait, c'est presque on va dire que c'est un arbre de dérivation simplifié. Donc on verra plus tard. Donc si... alors, une notion aussi importante, c'est cette grammaire est bien une grammaire hors contexte. Mais en fait, si on regarde, on peut obtenir par exemple, alors je vais prendre A plus B fois C. On peut obtenir en fait, à partir de cette grammaire-là, deux arbres de dérivation différents pour cette chaîne d'entrée. Donc, on veut reconnaître ça, qui appartient bien au langage, à vrai dire, généré par cette grammaire, mais je peux l'obtenir de plusieurs manières différentes. Donc, ce que je pourrais faire, c'est, première chose, c'est je pars de E, donc je fais, on va faire celui qui est bien, donc E plus E, donc là j'ai utilisé la deuxième règle. Ensuite, j'utilise pour E, je dérive en ID, donc A ici. Ensuite le E ici, donc là pour l'instant j'ai reconnu le A, j'ai reconnu le plus, et celui-là je dérive en E fois E, et là je dérive en B, donc j'ai reconnu ça, j'ai reconnu le fois, et en C. Donc c'est bien un mot ou une phrase si on veut, généré par cette grammaire-là. Donc j'obtiens un arbre de dérivation, donc ça veut dire que je l'ai reconnu correctement. Alors dans cet arbre, si on regarde, on a un parenthésage implicite, c'est-à-dire tout ce qui est plus bas est plus parenthésé. Donc là, ce que j'ai obtenu avec cet arbre-là, c'est... On peut imaginer en fait, pour l'évaluer, je suis obligé d'abord d'évaluer ça pour pouvoir évaluer le plus ici. Donc là, le parenthésage que j'obtiens, c'est celui-là. Et il s'avère que c'est le parenthésage qu'on veut. Le problème, c'est que je peux obtenir l'autre parenthésage. Donc si je refais, mais dans un autre sens, donc E fois E d'abord. Ensuite, je vais utiliser la règle E plus E. Donc E donne A, E donne B, E donne C. Et là, cette fois-ci, ce que j'ai obtenu, vu que cette partie-là est plus profonde dans l'arbre que le fois, j'ai obtenu A plus B fois C. Alors ça, c'est un problème, c'est une grammaire, même si elle est hors contexte, elle est ambiguë. Donc une grammaire est ambiguë en fait si on peut obtenir deux arbres de dérivation différents. Enfin ou plus, mais au moins deux arbres. Donc ça c'est un problème en fait pour notre parseur parce que faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, sinon il ne sait pas comment il doit interpréter les choses. Donc on verra que on pourra avec Menhir, donc l'outil qu'on utilisera pour générer notre parseur, lui donner des grammaires ambiguës comme celle-là, mais on devra lui préciser comment gérer les ambiguïtés. Ok, alors si on regarde, on peut transformer cette grammaire-là en fait pour la rendre non ambiguë. Donc c'est le but de cette grammaire-là.
l'idée ici, en fait, c'est de mettre le plus haut le plus, et de faire descendre dans l'arbre le plus bas le fois, pour avoir justement cette chose-là et pas ce qu'on avait obtenu en deuxième. Ok. Donc si on fait le même exemple avec cette grammaire-là, donc on va reprendre A plus B fois C. Donc cette fois-ci, on part de E. Et pour faire apparaître le plus, en fait, on n'a pas de choix. Parce que pour le refaire apparaître une deuxième fois, il faudrait repasser par T, par F, des parenthèses. Et là, on pourrait revenir sur E et avoir un plus. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas de parenthèse, on n'a pas le choix. On est obligé de faire E plus T. Une fois qu'on a ça, pour faire apparaître le fois, le T nous permet de le faire apparaître. Donc on a T fois F. Alors ici, pour faire apparaître le A, on a E donne T. Ensuite, T donne F. Et enfin, F donne ID, donc donne A. Là, pareil, pour faire apparaître le B, on a T donne F. Et F donne ID, donc F donne B. Alors ici, pour le F, on a F donne ID directement, donc donne C. Et en fait, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas obtenir d'autres arbres de dérivation. Donc ça, cette grammaire est non ambiguë. Donc elle génère exactement le même langage que la première, là, mais tout en étant non ambiguë. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va se placer, comme je disais, dans les grammaires hors contexte. Donc c'est le type 2. Et là-dedans, on va restreindre les grammaires qu'on peut reconnaître, mais ça va nous permettre en fait de reconnaître plus efficacement. Donc nous on va se placer ici, dans les grammaires de type LR21. Et c'est ce que Menhir génère en fait, comme parseur. Ce qu'on avait vu la fois dernière, c'était les grammaires régulières. Je vais parler des grammaires LL1 aussi, mais notre but c'est vraiment celle-là. Ok, donc je vais finir cette vidéo sur les analyseurs syntaxiques descendants. Et on va voir comment en implémenter un, de manière très générale, qui nous permettra de reconnaître n'importe quelle grammaire hors contexte, même si en fait celui qu'on va coder dans le pire des cas, il peut être exponentiel. Mais on verra des méthodes plus efficaces la fois prochaine. L'intérêt des analyseurs syntaxiques descendants, c'est qu'ils sont faciles à écrire à la main et à comprendre. On va faire un petit exemple sur cette grammaire très simple, donc on a déjà vu. Je vais essayer de reconnaître la chaîne. Alors on va prendre ça, ça et ça. Alors l'idée c'est juste de suivre la grammaire en fait. Donc le symbole courant actuellement c'est ça. Donc on part de l'axiome. Alors là j'ai pas le choix, je peux pas aller sur epsilon parce qu'il faut que je reconnaisse une parenthèse ouvrante. Donc je vais ici. Donc parenthèse ouvrante, S, parenthèse fermante, c'est vraiment écrit n'importe comment, hop, S, parenthèse fermante et S. Donc je reconnais ça, c'est ok, donc maintenant le caractère c'est l'autre parenthèse ouvrante. Donc le S, encore une fois, on part d'ici et je ne peux pas transformer en epsilon parce que j'ai besoin d'une parenthèse ouvrante. Donc on descend, parenthèse ouvrante, S, donc là on fait l'arbre de dérivation, parenthèse ou fermante, pardon, et S. Alors, maintenant, j'ai reconnu
cette parenthèse. Et j'arrive sur ce S. Donc je ne peux pas revenir ici parce que là j'ai une parenthèse fermante. Ça c'est une parenthèse fermante, le prochain caractère à reconnaître. Donc là je suis obligé de transformer en epsilon. Alors là je regarde, est-ce que j'ai bien une parenthèse fermante, c'est OK, j'ai reconnu celle-là. Ensuite je reviens sur celui-là. Ce que je dois reconnaître maintenant, c'est cette parenthèse fermante. Donc là, clairement, je ne peux pas relancer cette partie-là où je suis obligé de transformer en epsilon. Donc là, c'est epsilon. Donc j'ai bien reconnu pour l'instant deux parenthèses ouvrantes, une parenthèse fermante, et j'en suis là. Donc ici, je reviens, je dois reconnaître la parenthèse fermante, c'est OK. Donc je passe là maintenant. Donc je suis sur S. Du coup, je ne peux pas transformer en epsilon. Donc je suis obligé de dériver avec parenthèse S, parenthèse fermante et S. Donc j'arrive ici, je reconnais celle-là. Donc maintenant, je me déplace là. J'arrive sur le S. Donc c'est une parenthèse fermante et pas une parenthèse ouvrante. Donc ça, c'est forcément epsilon. Ensuite, je reconnais la parenthèse fermante. Donc maintenant, j'en suis à la fin du fichier. J'arrive ici. Donc là, j'ai plus rien. Donc forcément, je dois dériver en epsilon. Et du coup, j'ai bien reconnu la chaîne d'entrée. Donc c'est facile à faire. Il suffit de partir en fait de l'axiome et on descend. Et au final, chaque nom terminal est l'appel d'une méthode. Donc, alors, le problème, on a juste une petite... on doit juste faire attention à quelque chose. C'est... je ne dois pas avoir de récursivité à gauche. Genre ce genre de choses. Par exemple, A donne A alpha ou B, ou bêta, pardon. Ça, je peux pas parce que quand je vais faire A donne A alpha, donc je vais faire ça. Quand je vais revoir le A, eh ben, je vais rappeler A alpha. Ensuite le A, en fait je vais boucler. Si la reconnaissance d'un nom terminal, c'est l'appel d'une procédure, dès que je vais voir cette règle-là, ben, je reviens sur alpha en fait. Je peux revenir en boucle sur A, pardon. Donc on finira par avoir un B à un moment, un bêta, pardon, et on aura ça. Alors le problème en fait de cette récursivité à gauche, c'est qu'on ne sait pas en fait quand arrêter de produire ici par cette règle récursive. Si j'ai par exemple une chaîne qui est générée par cette grammaire, qui, si on regarde bien en fait, elle commence forcément par bêta, et il y a plein de alpha au bout. Donc ça serait bêta, alpha, 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 alpha par exemple, mais bon, il peut y en avoir autant qu'on veut. Donc si jamais je me place sur le premier caractère de la chaîne, si j'essaie de refaire la même chose qu'on a fait avec cette grammaire-là, et ben, ok, j'ai la règle bêta, mais je peux pas arrêter tout de suite en fait, parce que si j'utilise celle-là, ça veut dire que ça se termine là, mais il y a tout ça derrière. Donc je suis obligé d'aller là, mais combien de fois en fait? Parce que si je mange rien dans l'entrée, je peux pas savoir quand est-ce que j'arrête de produire cette règle-là, d'utiliser cette règle-là. Donc c'est embêtant la récursivité à gauche pour les analyseurs syntaxiques descendants. Donc on doit s'arranger pour que la grammaire ne soit plus récursive à gauche pour pouvoir utiliser des analyseurs syntaxiques descendants. Alors, on peut le faire facilement en fait. Et l'idée c'est ça, c'est en fait que quand j'ai cette récursivité à gauche, je sais que je vais appeler un certain nombre de fois cette règle-là, donc accumuler des alphas à la fin, puis forcément avoir un bêta au début. Donc on peut transformer ça en disant, bah ok,
je sais que ça commence par un bêta, et ensuite il y a A', et A', ce que ça va faire, c'est générer les alphas. Donc ça va être alpha A', ou epsilon, car il faut pouvoir terminer. Alors cette grammaire-là et celle-là génèrent le même langage. Donc on voit bien un bêta au début et autant de alpha qu'on veut à la fin. Mais celle-là, en fait, la différence, c'est qu'elle consomme des choses. Quand j'arrive là, bah, je consomme le bêta. Ensuite, je passe sur un alpha, donc je le consomme et j'appelle récursivement A', etc., etc., jusqu'à la fin du fichier, la fin de la chaîne, pardon, et là, j'ai le epsilon. Donc ça change complètement, en fait, d'avoir transformé la grammaire qui était récursive à gauche en récursive à droite, ici. Donc maintenant alors on peut le faire automatiquement, même cette transformation d'une grammaire qui est récursive à gauche en non récursive à gauche. Alors là c'était un exemple simple parce qu'il n'y a pas d'indirection, en fait j'ai la boucle directement tout de suite, mais je pourrais avoir une chaîne qui me fait par exemple, je sais pas, A donne C, C donne D et D donne A. Donc je reviendrai indirectement en fait sur A. Ok, donc juste pour voir un exemple concret de grammaire qui va me permettre d'illustrer ensuite le petit programme que je vais vous montrer. C'est cette grammaire-là, la grammaire qu'on avait vue des expressions arithmétiques. Donc cette grammaire-là gère bien les priorités. Si on regarde, le plus et le moins sont plus hauts. Et elle gère aussi l'associativité à gauche, le parenthésage à gauche qu'on fait pour... bon, pour plus, c'est pas important, mais pour le moins, c'est important. Donc cette grammaire-là, donc c'est bien une grammaire hors contexte, vu qu'on a un seul nom terminal en partie gauche, mais elle est récursive à gauche. On voit ici le E, le T ici aussi. Donc vous pouvez essayer de faire, à vrai dire, c'est mettre pause sur la vidéo et transformer cette grammaire-là en grammaire, une grammaire équivalente, mais non récursive à gauche. Alors, je vais vous montrer la solution. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de ça en générant la même chose. Alors, si on regarde bien, en fait, si on suit la dérivation, là, par exemple, E plus T, et qu'on continue, donc je sais pas, E plus T encore, alors le plus T ici reste là, quand je vais m'arrêter, je vais forcément avoir un T pour m'arrêter. Donc le E va se transformer en T, plus T, plus T. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est commencer par T. Alors, on va rajouter des noms terminaux. Donc on commence par E comme pour cette grammaire-là. Et cette fois-ci, comme je disais, il faut mettre un T au début et rajouter maintenant un nouveau nom terminal, E'. Donc une fois qu'on a un T, ben là on voit on a soit un plus, soit le moins ici. Donc E'. Donc on aura plus T de E'. Donc ça nous permet de faire des... On avait le premier T, puis des plus T, plus T, plus T, plus T. Ou moins T de E'. Pareil, mais pour faire des moins. Et ensuite, donc, on doit pouvoir, comme l'exemple précédent, arrêter. Donc on met un petit epsilon pour pouvoir s'arrêter. Donc si on regarde la deuxième règle, c'est le même principe en fait. Si on regarde bien, on terminera, on fera des t fois f. Le t pourra se retransformer en t fois f par exemple.
et à la fin on aura forcément un F. Donc il faut que ça commence par un F. Donc ici on fait T, la même règle qu'ici, on met un F et on va mettre T'. Et T', ben, c'est vraiment le même principe qu'ici. On a soit un fois, soit un divisé. Donc fois T, fois F T', ou divisé F T', ou epsilon. Et la dernière règle, bon, il n'y a pas de problème à vrai dire, elle est non récursive à gauche, donc on l'a réécrit telle quelle. Et là, cette grammaire-là, elle est équivalente et non récursive à gauche. Alors, peut-être que vous aviez eu l'idée de dire, ben, au lieu de faire E plus T, je mets simplement T plus E et ou T moins E. Alors, c'est une bonne idée, mais ça marche pas. On va changer l'associativité en fait. Si on fait ça, si on prend un exemple, je sais pas, si on prenait A moins B moins C, là ce qu'on veut c'est que ça fasse ça, A moins B moins C. Ce qui était bien le cas ici. Maintenant si j'utilise cette grammaire là, qu'est-ce que ça va faire? Donc je prends E, ensuite je prends T moins E, ensuite T moins E, et le E va se transformer en T, celui-là, le T va se transformer en F, et on va arriver jusqu'à C. Le T ici va se transformer en F, puis on va arriver jusqu'à B, et là pareil, le T va se transformer en F et en A. Donc là si on regarde, comme on avait vu tout à l'heure, plus on est profond dans l'arbre, plus c'est prioritaire, donc là on obtiendrait A moins, parenthèse, B moins C. Donc c'est pas le résultat voulu. Donc c'est vrai qu'elle était plus récursive à gauche en faisant ça, mais on changeait le sens de l'associativité. Alors pour le plus c'était pas grave, mais pour le moins c'est problématique. Ok, donc maintenant qu'on a cette grammaire, en fait, faire un analyseur syntaxique descendant, c'est facile. Je le referai dans une prochaine vidéo, mais il suffira en fait de faire une procédure par nom terminal, et à chaque fois qu'on a une règle, donc genre cette règle-là, et ben E va appeler T, puis E'. Quand on aura la règle E', par exemple, elle va regarder si c'est bien un plus ou un moins au début. Si c'est un plus ou un moins, ça va les consommer. Donc par exemple, si c'est un plus, ça va consommer le plus, puis ça va appeler T, puis E'. Alors on regardera comment on gère la règle de epsilon justement, etc. Donc je reviendrai dans le détail dans la prochaine vidéo sur ça. Ok. Du coup, ce que je vais peut-être faire en fait, c'est arrêter la vidéo ici, et la fois prochaine, je vais vous montrer comment coder un analyseur syntaxique descendant avec backtracking. Vous verrez, en utilisant de la programmation par continuation, dont je vous montrerai ce que c'est, on va réussir à en écrire un très facilement. D'ailleurs, on utilisera cette grammaire comme exemple. On le testera sur cette grammaire. Alors, le problème de l'analyseur qu'on va créer, donc cet analyseur avec backtracking, c'est que sur certaines grammaires et sur certaines entrées, ça peut être exponentiel. Même sur les grammaires genre celle-là, ça sera très rapide. Ça peut être de linéaire à exponentiel, suivant les grammaires et les entrées. Ok, et je voulais dire aussi qu'on a pu voir dans ces deux vidéos en fait que quand on fait de la compile, on balaye plein de choses de l'informatique, plein de notions.
On a pu voir des notions de bas niveau comme par exemple tout à l'heure la représentation des nombres en complément à 2. On a vu les différences suivant, on était sur une architecture 32 bits ou 64 bits. On a pu voir aussi tout à l'heure des notions de problèmes indécidables, et puis des problèmes de complexité, enfin plein de choses quoi. Donc c'est top. Donc je vais arrêter pour cette vidéo, et donc la fois prochaine, on commence par regarder du code pour créer des analyseurs syntaxiques descendants. Alors oui, juste pour vous dire, en fait par exemple, si on regarde le parseur de GCC pour le langage C, bah, ça utilise un analyseur syntaxique descendant fait à la main. Donc le code doit être, voilà, un bout de code c'est ici. Donc bien sûr on ne va pas regarder les détails de ça, mais le parseur de GCC pour le C, c'est un parseur fait à la main, donc pas avec un outil de génération de parseur comme nous on va utiliser pour Minijava, et c'est un parseur descendant. Ok, à la prochaine.